pendant que je suis en prison. Je suis dans ma cellule en train de dessiner, et il y a ce surveillant qui entre, qui me voit sur le lit en train de dessiner, il jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir ce que je fais. Et puis je vois qu'il sursaute. Il me dit mais c'est incroyable, mais c'est toi qui dessines comme ça. Comment ça va, Berthé? Très bien, merci, et toi? Ça va, merci d'être là. Avec plaisir. Qu'est-ce qui te donne envie de venir chez Pluriel, de venir dans des médias, de rencontrer des gens pour raconter ton histoire? Alors pour moi, ce qui est important, c'est évidemment raconter mon histoire et qu'elle soit diffusée un maximum pour que les personnes qui écoutent ces histoires, à savoir les jeunes, puissent se dire que ça existe et que c'est possible. Pour raconter cette histoire qui existe et qui est devenue possible, j'aimerais qu'on revienne en 2006. C'est une année importante dans ta vie, dans ta trajectoire. C'est l'année où tu as été condamné à 10 ans de prison pour braquage. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour où tu as été condamné, où ta vie a changé? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut expliquer le contexte. Donc, jeune homme qui grandit dans des quartiers populaires, La Courneuve, quartier des 4000, issu d'une très bonne famille, mais qui aime rester dehors, qui aime la rue, qui aime traîner avec les copains. En gros, je traîne avec les copains, je monte des coups. Quand j'étais plus jeune, des coups de petits jeunes. Et en grandissant, je commence à faire des plus gros coups et qui à la finale, peuvent enchaîner avec quelques années de prison. Et donc, on se retrouve dans une bijouterie, à braquer une bijouterie, tout simplement. Ce qui me vaut 10 ans de prison. Est-ce que tu te souviens de ce jour, le jour de la condamnation, le jour du procès? Alors oui, le jour du procès, comment ça s'est passé? Déjà, j'ai été arrêté. Il y a eu une enquête, mais pendant le temps de l'enquête, j'étais en prison. Donc, on a été jugé quelques mois, voire un an, peut-être un peu plus d'ailleurs, plus tard. Et quand j'arrive au tribunal, ils ont les résultats d'enquête, etc. Et puis, il y a la sentence. Et quand il y a la sentence, je m'y attendais. Je savais que j'avais commis un acte grave qui méritait une peine exemplaire, j'ai envie de dire. T'as pensé quoi à ce moment-là? J'ai pensé une chose que j'ai pensé dès le premier jour où j'ai mis mon pied en prison, c'est qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait. Limite, c'est pas normal que moi, Berthé, je me retrouve ici, avec l'éducation que j'ai eue, avec la culture que j'ai eue, avec ces choses positives que m'ont transmises mes parents. C'est pas normal que moi, je me retrouve ici. Il faut dire que moi, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai mes deux parents qui nous inculquaient à mes frères et sœurs et moi les valeurs qu'on connaît, faut travailler, être gentil, etc., etc. Mes frères et sœurs ont écouté, et puis, comme on dit souvent, dans une famille, il y a un vilain petit canard. Et puis moi, j'étais celui qui était pressé de gagner des sous. Et quand on grandit dans un quartier, quand on a des exemples de, entre guillemets, grands frères qui font des sous, quand on a des exemples de jeunes qui font des conneries, on est tenté. Pourquoi tu avais ce désir-là, jeune, de faire des sous rapidement? Alors en fait, c'est marrant, pour répondre à cette question, je voudrais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais gamin. J'étais en primaire, comme quoi c'est tôt. J'étais en primaire, j'étais avec les copains, on était dans la cour de récréation, et puis on formait un petit cercle avec les copains et on discutait. Et quand on discutait, moi j'ai baissé la tête, et j'ai regardé leurs pieds. Et quand j'ai vu leurs pieds, tous portaient des baskets de marque. Et puis moi, c'était l'époque du marché. Les parents, en fait, ils pouvaient pas nous payer comme certains, des Adidas ou des Nike, etc. Moi, je portais des baskets à 2 bandes. Je regarde les pieds et je pose la question, mais comment vous faites, en fait, pour avoir des baskets de marque comme ça? On vit tous là dans le quartier. Et le quartier dans lequel j'ai grandi, on va dire, c'est pas Neuilly-sur-Seine. Mais comment vous faites, en fait? Et tous me répondent, chacun sa réponse. Alors moi, c'est ma mère qui m'a acheté ça. Il y en a un qui parle pas. Il parle pas. Et je le bouscule un petit peu. Alors, toi, réponds. Et il me dit, moi, je vole des vélos. En gros, il volait des vélos et les revendait aux grands du quartier. Et donc, ah ouais, ok. Et c'est comme ça que je l'ai accompagné. J'ai volé un vélo que j'ai revendu et j'ai compris que un vélo égale temps. Je suis devenu le plus grand voleur de vélos de Seine-Saint-Denis. Et donc, de fil en aiguille, l'appât du gain, on vole des vélos, on vole des motos, etc. Et puis on finit par braquer. À ce moment-là, il n'y avait pas cette petite voix de
de tes parents, justement, où tu me disais qu'il y avait toujours cette éducation, le travail, l'école, le mérite? Alors tu sais, ce qui est le plus fou, c'est que en fait, je me rendais pas compte, mais j'avais déjà, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est comme si j'avais deux personnalités. C'est-à-dire qu'à la maison, on est hyper sage, on est un enfant modèle, tout se passe bien, on est gentil, on a l'éducation de nos parents, quoi. Mais une fois dehors, eh ben, tout s'en va, ou plutôt, on le met de côté. Et les études à ce moment-là? Les études, eh bien, j'ai toujours eu des facilités en fait scolaires. J'étais toujours plus ou moins dans la moyenne, mais moi je ne pensais qu'à une seule chose. J'aime bien dire, tu sais, moi je suis de la génération du Club Dorothée, et du coup moi je pensais qu'à une seule chose, c'était le dessin. Moi j'ai toujours aimé l'art. Malheureusement, eh bien, quand on me posait la question, aussi bien mes parents que les professeurs, Berthé, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Quand je répondais que j'aimerais être dessinateur, les profs me répondaient, mais choisis plutôt un vrai métier. Et puis les parents, c'était la même chose. Quand ils me voyaient dessiner, c'est arrête tes bêtises et fais tes devoirs. Et donc, eh bien, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai envie de dire qu'un jeune qui ne sait pas quoi faire, qui tourne en rond dans un quartier, c'est une mauvaise idée, en fait. En fait, je trouve ça intéressant de raconter le fait que, justement, il y a eu un peu cette escalade parce que tu voyais à la base un résultat et qu'ensuite, il y a eu le, le, le retour de la médaille, quoi, le revers de la médaille. Alors clairement, et j'ai envie de dire, c'était hyper compliqué parce que effectivement, quand je réussissais à, à prendre 1 euro ou deux, eh bien, c'était 1 euro ou deux qu'il fallait cacher à plein de personnes, aussi bien à la famille, aussi bien dans le quartier, parce qu'il se passe plein de choses quand on sait que telle ou telle personne a pris 1 euro dans les quartiers. Bref, en gros, eh ben, là-dedans, il faut être solide. Mais quoi qu'il en soit, on en revient toujours à la même chose, c'est que ben, on finit à la casse-prison, quoi. Du coup, tu devais le cacher à la famille. Ah, mais carrément. Je pouvais pas me permettre. Tu sais, un jeune de quartier, souvent, ce qu'il a envie de montrer, c'est qu'il existe. Il existe de différentes manières. Quand on est tout gamin, ne serait-ce que porter une paire de baskets de marque, c'est que j'existe, je vaux quelque chose. À un certain âge, eh bien, on a d'autres envies. On peut exhiber une voiture. Moi, je suis passé par exhiber une voiture, voir une très belle voiture, voir deux voitures, voir plusieurs très belles voitures. Mais à un moment donné, eh bien, c'est voyant. Et puis surtout, il faut réussir à le cacher. Et donc, voilà, on enchaîne, on se croit encore une fois invulnérable, on se croit insaisissable, jusqu'au moment où on se fait choper. Et puis, on se rend compte qu'en fait, bien mal acquis ne profite pas, quoi. Et donc, il y a ce jour, justement, où tu te fais attraper. Donc, tu me dis que pendant 1 an avant le procès, tu étais déjà, du coup, en prison. Exactement. J'arrive en prison et j'arrive dans une prison éloignée de la Seine-Saint-Denis. Et puis je me rends compte d'une chose, c'est que autour de moi, il y a énormément de personnes que je connais. Il y a plein de potes à moi. Et puis je fais une demande de rapprochement familial parce que c'était difficile pour ma famille de venir aussi loin. Elle a accepté, mais on veut toujours pas me mettre dans la prison proche de chez moi parce que on savait que dans mon entourage on va dire c'était trop facile pour moi. Et donc on me met dans une prison dans le 92 à Nanterre. J'arrive à Nanterre, dès que je mets le pied dans la cour de promenade, surprise, j'entends « Oh Berthé, non, t'es là !» Et autour de moi, plein de potes encore. Des potes de mon quartier et des potes de quartiers différents. Et c'est là où je me rends compte d'une chose, c'est que mince, en fait, on se fait avoir. Nous, les jeunes des quartiers, on se fait avoir, tout simplement parce que on pense que ce qu'on fait, ça va nous apporter. En fait, on se retrouve tous au même endroit. Et pendant que nous, eh bien, on se retrouve en prison, d'autres jeunes avancent. D'autres jeunes construisent leur carrière, etc. Comment ça s'est passé, justement? Tu disais que tu étais dans une prison loin de ta famille et que, du coup, ça leur arrivait de venir te voir, mais dans la difficulté, avec la distance. Est-ce que tu as des souvenirs de ces moments-là? Mais carrément. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, on est une famille nombreuse et surtout, on est une famille hyper unie. Et du coup, quand je me retrouve en prison, c'est pas moi tout seul qui vais en prison. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que j'explique aux jeunes.
À savoir que je vais en prison, mais je ramène toute ma famille avec moi. Toutes les galères, ils les connaissent. Et je me rends compte que je leur fais du mal. Et quand je suis en prison, mon père a tellement mal que lui ne vient pas. C'est ce truc de vieux papa africain. On peut pas venir voir son fils, ça va faire trop mal. Et puis chez nous, en plus, les hommes ne pleurent pas. Du coup, je sais que ça va faire mal. Par contre, une mère, le cœur d'une mère, on peut pas le changer. Et du coup, je me retrouve en prison. Ma mère vit mes galères à la seconde près. Quand je change de prison, elle est là tout de suite. J'ai été condamné 10 ans, je suis resté 5 ans. Elle n'a pas loupé un parloir en 5 ans. Et donc voilà, ma famille me suit, je me retrouve en prison et j'embarque avec moi ma famille. Et pour moi, c'est la honte internationale. Je me rends compte de purée, qu'est-ce que j'ai fait? Et pour moi, je me dis, comment faire pour renverser la balance? Déjà, non pas pour la famille, non pas pour les autres, mais au départ pour moi-même. Je me rends compte que je vaux mieux que ça. Moi, j'ai conscience d'une chose. J'ai toujours su que j'étais intelligent. Il y a trop de jeunes dans les quartiers qui doutent de leur intelligence. Moi, j'ai toujours su que j'étais intelligent. Seulement, au départ, mon intelligence, j'ai décidé de la dédier au crime. Puisque tu disais cacher à ta famille justement cette double vie et qu'il y avait un peu de Berthet, ils ont dû tomber des nues. Ah, ils sont tombés des nues, c'est clair. Non seulement ils sont tombés des nues, mais je trouve qu'ils ont été hyper intelligents sur le moment. Parce que t'imagines, je suis quand même passé aux assises, c'était des braquages, on parlait d'armes. Alors, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort, etc. hein. Mais déjà, dans ma culture, on va pas en prison. Et donc, je me retrouve en prison, ça se sait, et ça fait le tour de la famille. Ça part jusqu'à dans le pays d'origine de mes parents, ça part jusqu'au village de mes parents, et bref, tout le monde pointe du doigt mes parents en disant votre fils est un voyou. Et quand on les pointe du doigt, c'est comme si on les pointait du doigt eux en leur disant voilà ce que vous avez fait. Alors qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait d'essayer de pousser leurs enfants à bien faire les choses. Et d'ailleurs, on va dire que 90% des enfants ont réussi à faire quelque chose de vachement bien de leur vie. Et puis moi, j'étais voilà la mauvaise graine. Et encore, je dis la mauvaise graine, mais j'ai jamais été un mauvais. C'est simplement que j'ai pris les mauvaises décisions au mauvais moment. J'aimerais essayer un peu d'entrer dans ta tête et de comprendre comment tu le vivais, parce que c'est... Enfin, tu vois, je me mets à ta place et je me dis, voilà, ma famille, même le village, tout le monde est au courant. En fait, c'est exactement ça. Je me suis dit, j'ai causé tellement de tort à mes parents, qui n'y sont pour rien. Ils ont tellement honte aujourd'hui que je me dois de faire la même chose, mais de l'autre côté de la barre. Aujourd'hui, il faut que je les rende fiers. Et je vais tout faire pour faire en sorte que, oui, mon fils a fait ça, mais regardez ce qu'il a fait par derrière. Et ça, je le dois qu'à une seule chose, hein. C'est grâce à l'éducation de mes parents. Tu sais, moi, mes parents, en fait, ont deux façons de penser. Deux façons différentes de penser, mais qui nous emmènent dans la même direction. Ma mère, ça a toujours été les enfants pour vous en sortir dans la vie, et rien de mieux que les études. Ma mère, elle a à fond école. Alors, si t'as un bac 60, elle te tape un sourire à $1 million. Et donc, ma mère, c'est les enfants pour vous en sortir, les études, les études, les études. Et puis mon père, lui, les études, c'est bien, mais les études, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, le principal, c'est de travailler. Et d'ailleurs, peu importe le travail que vous ferez, si demain vous êtes chirurgien, vous êtes magistrat, c'est très bien pour vous. Si vous êtes plombier, vous êtes garagiste, c'est très bien aussi. Pensez juste une chose, évolution. Vous pouvez commencer très bas et à force de travail, en étant persévérant, vous pouvez atteindre les sommets. Et donc j'ai toujours regardé ça, sauf qu'à l'époque, c'était dans une ambiance criminelle. Et à un moment donné, je me dis, il est temps de changer mon fusil d'épaule. Et donc, je décide de reprendre mes études pendant que je suis en prison. Je reprends mes études, je passe un bac, je passe un BTS, et surtout, je reprends ma passion. Ma passion première, comme je te le disais, je suis de cette génération du Club Dorothée. Et donc, j'ai toujours aimé le dessin. Et très tôt, je savais que je savais dessiner, que je dessinais plutôt bien. Sauf que, comme je le disais, à force d'entendre ça ne sert à rien, j'ai arrêté. Là, je me retrouve en prison. À l'âge de 29 ans, je reprends mes études. Je dessine. Et puis, tout le monde se rend compte de la manière dont je dessine. Et tout le monde me dit, mais Berthet, regarde le talent que tu as. Regarde le don que tu as.
Mais si on était à ta place, nous, on serait pas en prison. T'avais un vrai don pour le dessin. Voilà, j'avais un don, en fait. Je l'entends une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, sauf que je me rappelle surtout d'une chose. La voix de mes profs qui me dit « Le dessin, mais tu feras rien avec ». Sauf que à ce moment-là, je suis en prison et je me sens comme un journaliste en immersion. Je vis des choses, je vois des choses, et surtout, je me rappelle d'une chose, c'est que il y a énormément d'artistes qui sont passés par la case prison et en ont fait quelque chose, qui ont créé une œuvre, en fait. Tu pensais à qui, par exemple? Waouh, je pense à ne serait-ce que Victor Hugo, il me semble qu'il est passé par la case prison. Je pense à des rappeurs, aujourd'hui, il y en a plein. Il y a tellement d'artistes qui sont passés par la case prison et qui en ont sorti des œuvres. Certains sont sortis acteurs, d'autres auteurs, d'autres... il y en a plein. T'as réussi à faire de cet espace, la prison, plus un espace d'espoir pour toi et de penser au lendemain. Et c'était même pire que ça. Pour moi, le fait de me mettre à écrire et à dessiner, c'est un exutoire. Enfin, c'était hyper important pour moi. Et alors, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est pas pour rien que j'ai appelé mon œuvre l'évasion. Parce que c'était pas une évasion physique, c'était une évasion mentale. Il m'arrivait de baisser la tête, de sortir un stylo, une feuille, de dessiner. Je relevais la tête, il y a 7 heures de passé. Je m'étais évadé, j'étais ailleurs, en fait. Et comment tu vivais le fait, justement, d'être aussi valorisé pour tes dessins? Que tout le monde te dise, mais c'est incroyable ce que tu fais. Alors, déjà, je trouvais ça cool, mais j'ai toujours été dans une forme d'humilité. C'est-à-dire que je voulais pas trop non plus en faire des tonnes. Et puis, je voulais pas trop qu'on me saoule. Je voulais pas trop qu'on me regarde en disant « Ouais, mais toi... » Parce que je l'entendais. « Toi, au moins, t'as quelque chose. » J'écrivais des planches de BD. Et comme je te le disais, je me sentais comme un journaliste en immersion. Je vivais des choses, je voyais des choses. Et je me suis dit, je vais les écrire et je vais les dessiner. Et je vais surtout m'inspirer de ce que je vois. Et donc, des fois, je dessinais mes potes, en fait. Et je voyais que je faisais des jaloux. J'ai des potes qui venaient, hey Berthé, s'il te plaît, mets-moi dans ta prochaine planche. Et donc, je me rendais compte que ça plaisait. Ça plaisait au point que, tu sais, quand j'écrivais une planche de BD, eh bien, je voulais les sortir. Parce que moi, je voyais déjà que ça, c'est une planche. Un jour, ce sera peut-être un livre. Un jour, je contacterai des maisons d'édition. Et donc, je tenais à protéger mes planches et donc à les sortir. Sauf que, comme je racontais des histoires sur la prison, il fallait des autorisations. Et donc, je montrais et laissais mes planches à ce qu'on appelle une CIP, une conseillère d'insertion et de probation, qui, elle, l'a donnée à sa direction, qui, elle, l'a donnée au directeur de la prison, qui, lui, les donnait, en fait, le faisait passer comme ça, jusqu'à ce qu'on appelle l'ADI, en fait. Et du coup, c'était autorisé, donc ça redescend au directeur, autorisé, ça redescend au directeur du SPIP, autorisé, ça redescend à la CIP, qui me redonne mes planches, c'est autorisé à sortir. Et du coup, lors d'un parloir, je pouvais laisser mes planches. Et donc, j'écrivais, donc à chaque fois, mes planches étaient lues. Ça plaisait tellement qu'à un moment donné, j'avais pas envie de dessiner, j'avais plutôt envie de prendre soin de moi. Et donc, je faisais beaucoup de sport. Et donc, je ne dessinais pas pendant 2 mois, 3 mois. Et un jour, j'ai ma CEP qui me dit, Berthé, alors, j'ai un message pour toi de la direction qui, elle, a eu le message de là-haut. Ils attendent la suite. Alors, pourquoi tu dessines plus? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que mes planches plaisaient et étaient attendues. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un super pouvoir. Il y avait certainement quelque chose à faire, en fait. Il suffisait simplement de faire les choses. Est-ce que tu peux me raconter l'anecdote avec l'un de tes surveillants qui implorait pour un dessin? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je dessine, souvent, la plupart du temps, dans ma cellule, limite en cachette. Et puis, un jour, il y a un surveillant qui vient faire ce qu'on appelle un sondage en prison. Le sondage en prison, ça fait partie du métier des surveillants. C'est à l'aide d'une barre en fer, il va frapper sur les barreaux. C'est les fameux bruits qu'on entend. Ding, 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 ding. Et du coup, leur métier fait qu'ils passent de cellule en cellule. Un jour, il y a ce surveillant, je suis dans ma cellule en train de dessiner, et il y a ce surveillant qui entre, qui me voit sur le lit en train de dessiner. Lui, il file au barreau, il fait son travail, et avant de sortir, il jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir ce que je fais. Et puis je vois qu'il sursaute. Il me dit, mais c'est incroyable, mais c'est toi qui dessines comme ça, mais c'est toi qui viens de faire. Et puis moi, en fait, j'étais dans ma bulle. Pour moi, attends, m'embête pas. Surtout qu'à l'époque, eh bien,
j'avais cet état de pensée qui était de t'es le surveillant, je suis le détenu, on n'est pas potes, limite, on n'a pas à parler, et donc laisse-moi tranquille. Sauf que lui, il est là en train de me dire, mais t'as de l'or dans les mains, mais t'es un génie, mais moi je suis fan de BD, mais c'est génial, mais est-ce que tu fais de la BD? Moi j'étais juste en train de dessiner. Et je lui réponds que non. Il me dit, mais tu devrais parce que t'as vraiment de l'or dans les mains en fait. Et moi, merci, mais moi je ne pensais qu'à une chose, c'est laisse-moi tranquille et sors. Sauf qu'évidemment, je ne lui dis pas. Mais je suis là, ouais, merci surveillant, c'est gentil, merci. Mais dans ma tête, va-t'en. Sauf que lui, il est là en train de me dire, mais c'est génial, mais attends, mais c'est du génie, mais attends, mais s'il te plaît, est-ce que tu pourrais essayer au moins? Tu sais quoi, je repasse la semaine prochaine, s'il te plaît, essaie de faire un dessin, de faire une planche, et j'aimerais bien te donner mon avis de fan de BD. Voilà ce que me dit le surveillant. Moi, vu que je voulais qu'il s'en aille, je lui dis, ok, d'accord, ben à la semaine prochaine. Et il s'en va. Sauf que moi, ça rentre là et ça ressort là. Problème, c'est que la semaine suivante, il revient, et avant même d'aller faire son travail, alors, le dessin, tu l'as fait le dessin? Et moi, je le regarde, je dis, je l'ai pas fait le dessin, hein, surveillant. Et il me dit, oh, ça me dégoûte, les mecs comme toi, qui ont de l'or dans les mains, qui sont capables. On sait que t'es un bon gars, t'as tout pour toi. Mais regarde, en fait, t'es là et tu perds ton temps. Et moi, je l'écoute, et je me dis, mais attends, mais pour qui il se prend? Il me parle comme si c'était mon père, il croit que c'est mon père. Alors, pour le faire taire, je lui dis, écoute, surveillant, je te promets une chose, c'est que la prochaine fois qu'on se croise, je te mets un dessin dans les mains. Il me dit, ouais, d'accord, ok. Eh ben, il me dit, à la semaine prochaine. Je dis, ok, à la semaine prochaine. Sauf que là, pour moi, c'est devenu un challenge. Et du coup, il s'en va. La semaine suivante, je vois la porte qui s'ouvre et je vois sa tête. Il me dit, alors, tu l'as fait le dessin? Et là, je dis, bouge pas, j'ai un truc pour toi. Et je lui tends un papier. Sauf que lui ne sait pas ce qu'il y a dans ce papier. Et dans ce papier, je me suis dessiné moi, debout, dans ma cellule, en mode BD, les bras croisés, je gonflais le torse, je me la pétais, et je le dessine lui, à mes pieds, à genoux, en train de pleurer, avec une bulle au-dessus de la tête dans laquelle il est écrit « S'il te plaît, Berthé, fais-moi un dessin, s'il te plaît. » Et là, je me dis, mince, je lui tends le papier, lui, il sait pas ce qu'il y a dedans. Et je me dis, c'est un coup à aller au mitard gratuit. Le mitard, c'est le cachot. Et en fait, il récupère le dessin, il le regarde, je vois que sa tête change, il me regarde, et pour moi, ça paraît interminable. En fait, il y a quelques secondes qui passent de silence, et il me dit, t'es un génie. Il me dit, s'il te plaît, est-ce que je peux le garder le dessin? Moi, je me dis déjà, super, je vais pas aller au mitard. Et je lui dis, ben ouais, si tu veux, garde-le, si tu veux. Moi, mes dessins, d'habitude, je les donnais plutôt à mes potes. L'autre qui est dans la cellule d'à côté, son fils, c'est un petit du quartier, il va venir. Tiens, regarde, tu lui enverras ce dessin-là. Ou l'autre, c'est l'anniversaire de mon fils, s'il te plaît, fais-moi un dessin, Berthé. Bref. Et là, c'est un surveillant qui me demande un dessin. Je me dis, ok, si tu veux, garde-le. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va le montrer à tous ses collègues en disant, regardez, c'est Berthé qui m'a dessiné, ça c'est moi, ça c'est lui, regardez, il est fou, c'est trop bien et tout. Et ses collègues ne le croient pas. Ils disent, mais sérieux? Et puis, ce que je vois, c'est que des surveillants viennent à ma porte, en cachette, en me disant, ah Berthé, c'est toi qui as fait le dessin, s'il te plaît, tu peux m'en faire un moi aussi. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que le dessin, c'est un super pouvoir. Il y a forcément quelque chose à faire avec le dessin. Et c'est là que je me dis, je vais écrire une BD. Une BD, mais attention, je ne vais pas écrire une simple BD. Je voudrais écrire une BD qui sera plus qu'une BD, qui sera surtout un objet social, avec lequel, plus tard, une fois dehors, je pourrai faire de la prévention auprès des jeunes. Et du coup, je raconte l'univers carcéral, mais traité avec humour et dérision, et surtout, je tape sur tout le monde. Je tape aussi bien sur les détenus que sur les surveillants, et du coup, tout le monde en prend pour son grade, et je crée comme ça mon avatar. Mon avatar aujourd'hui qui se retrouve sur les murs un peu partout. Mais bref, c'est comme ça que je commence ma première BD. Avant même de sortir de prison, ce qui est fou, c'est que tu as passé beaucoup de concours, que tu as gagné haut la main, et il me semble même que des éditeurs se sont intéressés à toi pendant ta peine. Comment ça se passe, ce truc-là, où tu sens que dehors, il se passe des choses pour toi? Alors en fait, pour bien expliquer la chose, je suis en prison, j'ai du temps à passer, et je me dis, autant occuper mon temps à bon escient. C'est les surveillants qui me disent, en gros, c'est génial ce que tu fais, mais tu sais qu'au sein de la prison, il y a différents ateliers, notamment des ateliers de dessin, et t'es même pas inscrit. Mais tu devrais être inscrit. Moi, je lui explique qu'il n'y a pas de place.
Et en fait, c'est lui qui va voir la coordinatrice culturelle en disant qu'il y a un gars, c'est chaud comment il dessine, il faudrait vraiment le pousser, l'aider, qu'il intègre les cours de dessin. Alors quand j'arrive le premier jour dans ce cours de dessin, c'était un intervenant extérieur qui animait les cours, qui me dit « Ah, c'est toi Berthé, j'entends parler de toi partout. Les profs me parlent de tes dessins, les surveillants me parlent de tes dessins, tes collègues détenus me parlent de tes dessins, mais moi je les ai jamais vus. Est-ce que tu pourrais me montrer ?» Et moi tout fier, ben ouais, j'arrive avec 3 dessins, je lui montre, et il me dit « Ah ouais, ben écoute, j'ai un truc à te proposer, est-ce que ça te dirait de participer à des concours en fait ?» Et moi au départ, ouais, pourquoi pas. Et je me rends compte qu'à chaque fois je gagne les concours, je vends des dessins, et je me dis, ah ouais, en fait, c'est mon truc le dessin. Il y a forcément quelque chose à faire. Et un jour, on me propose de participer à un concours qui s'appelle Transmuraille, qui était pendant le festival d'Angoulême, qui est fait pour les détenus, mais qui est jugé par des professionnels de la BD. Et donc, il y aura des éditeurs, des dessinateurs professionnels qui regarderont ce que je fais. Et donc, moi, je ne vais pas y participer. Pourquoi ? Parce que comme bien trop de jeunes issus de la banlieue, eh bien, on ne se sent pas capable. Et donc, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'avais peur de m'afficher. Et c'est là que tous mes potes me disent « Mais Berthé, mais t'es fou, mais tu dessines trop bien, mais tu devrais y participer !» Et moi, c'est « Laissez-moi tranquille !» Et puis, je vois des surveillants. « Mais Berthé, mais c'est vrai, mais t'es fou, tu devrais y participer !» Vous aussi, laissez-moi tranquille. Et je vois les profs. Je me dis « Waouh, 3 mondes différents me disant que je devrais y participer, que j'ai du talent. » Alors, pour les faire taire, j'ai donné une planche et j'apprends en 2009 que c'est moi qui ai gagné le concours. Alors, surprise. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'est bon, c'est mon truc, il faut que j'y aille pour de vrai. Et là, c'est là où toute ma peine, j'ai dessiné. T'es sorti de prison quelques années plus tard, t'as fait 5 ans au total, il me semble. C'est ça. Comment ça s'est passé, la sortie? Comment tu te sentais? Comment tu voyais ce nouveau départ? Alors, c'est complètement dingue, parce que je sors, déjà, j'ai énormément changé mentalement. Pourquoi ? Parce que je me dis, ok, j'ai passé du temps en prison, j'ai foutu la honte à mes parents, il est temps de me reprendre en main, moi je vaux mieux que ça, et comme je l'expliquais, contrairement à trop de mes potes, moi je sais que j'ai un potentiel inexploité, et donc je décide d'y aller à fond. Je me dis, bon, déjà j'ai repris des études, j'ai peut-être moyen de travailler dans une boîte de communication, et à côté de ça j'ai le dessin, et le jour de ma sortie, on me propose, je passe les détails, mais on me propose ma première expo rue du Faubourg Saint-Honoré. Et de là, je me dis, moi qui ai grandi dans une culture très urbaine, dans cette culture hip-hop, eh ben, je vais m'organiser comme un rappeur. Je suis un petit dessinateur, mais je vais faire comme si j'étais un bête de dessinateur. Moi aussi, je vais m'entourer à l'américaine, avec agent, avec manager, avocat, etc., etc. Et le jour de ma première expo, 3 mois plus tard, eh bien, c'est full. Je me retrouve rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est blindé de monde, il y a la presse. J'ai d'ailleurs France 2, des chaînes en fait nationales qui font un papier en fait. Et du coup, je me dis mais ça y est, je suis dedans et je vais y aller à fond. Et surtout, ça se passe super bien. Je vends. De là, en fait, je suis dans le milieu de la BD, mais je n'oublie pas que dans mon adolescence, je faisais du graffiti. Limite du vandal. Sauf que j'ai une amie qui me dit aujourd'hui, on n'appelle plus ça du graffiti. Aujourd'hui, bien sûr, il y a le graffiti, quelque chose de brut, quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez aussi découlé dans des galeries d'art, dans des musées. Aujourd'hui, vous êtes considérés comme étant des vrais artistes, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. On n'était que des jeunes qui allaient taguer sur des métros ou dans des terrains vagues. Et aujourd'hui, vous êtes dans des grandes galeries parisiennes, etc. Bref, je vois que les personnes avec qui j'ai grandi continuent à peindre, et dans la rue, mais font aussi des tableaux et vendent chez Drouot, dans des galeries, etc. Et surtout, tous me disent « Mais Berthé, t'es là depuis toujours, tu dessines depuis toujours, t'as du talent depuis toujours, enfin tu te reprends en main, enchaîne aussi avec le street art. » Et moi, de là, je me dis « Ben ok, pourquoi pas ?» Et donc, je fais tout d'abord mes premières croûtes, mais je suis encouragé par mes potes qui, eux, n'ont jamais lâché l'affaire, me disent, au lieu de se moquer de moi, me disent
c'est que le début, c'est du nouveau matériel, c'est des nouvelles bombes, continue, enchaîne. Le temps passe, j'y vais à fond, je peins et dans la rue, euh, et beaucoup de tableaux, et je finis dans une des plus belles galeries de Paris, qui s'appelle la Galerie Peraya, qui se trouve dans le 6e arrondissement, parmi des stars du street art, et je suis le dernier arrivant. Et du coup, je me dis, ah ouais, là, je suis dans la place. Et donc, maintenant, ce qui va faire la différence, c'est de bosser. Et la même rage que j'ai mis quand j'étais jeune dans un quartier à faire des conneries, eh ben, je vais transformer cette énergie et je vais en faire quelque chose de positif. Et du coup, aujourd'hui, dans tout ce que je fais, que ce soit dans la BD, que ce soit dans le street art, que ce soit dans l'écriture pour le cinéma, que ce soit dans l'écriture pour le dessin animé, en gros, je mets cette énergie à fond et aujourd'hui, c'est plutôt les gens autour de moi qui me disent « Mais comment tu arrives à faire tout ça ?» Et moi, j'aime bien me dire au fond de moi, j'ai perdu tellement de temps que c'est comme si j'essayais de rattraper, même si je sais que je rattraperai jamais le temps perdu. Comment ta famille vit tout ça, cette nouvelle vie d'artiste? Alors, ben, ça se passe super bien, mais j'ai quand même une petite anecdote à raconter encore une fois. Un jour, je fais une exposition, et puis il y a les journalistes qui sont là, et puis il y a ma mère qui est sur le côté. Et puis les journalistes se rendent compte que c'est ma maman, et donc ils vont la voir et micro en main. Alors, c'est génial ce qui arrive à votre fils, qu'en pensez-vous? Et tu sais ce que ma mère répond? Ah, vous aimez bien ces gribouillages? Ah, c'est bien, c'est bien. Si vous aimez, c'est super. Et j'ai mes potes qui en rigolent encore aujourd'hui. Pour moi, déjà, je suis très content d'avoir pu travailler, d'avoir pu changer de cap. Je suis encore plus content parce que aujourd'hui ça se passe bien, même si j'ai bien conscience que ce n'est que le début. Je me rends compte que, en fait, j'ai tellement de choses dans la tête, d'idées, tellement d'envie, que au gré des rencontres, eh ben, je me lâcherai encore plus. Et puis surtout, je suis très content parce qu'aujourd'hui, ce sont mes parents qui dorment sur leurs deux oreilles. Aujourd'hui, mes parents sont plutôt fiers, avec toute l'humilité africaine qu'ils ont en eux. Et je suis très content parce que, j'aime pas le dire comme ça, mais on va dire que mon histoire peut faire office de référence par rapport à tous ces jeunes qui pensent n'être bons à rien, tous ces jeunes qui sont passés par la casse-prison et qui se disent c'est impossible de rebondir sur la vie. Aujourd'hui, je me dis que quand je raconte mon histoire, comme lors de cette émission, s'il y a un jeune qui regarde cette émission, il se dit ce mec-là, c'est un mec comme moi. C'est un mec qui parle comme moi, qui a vécu ce que j'ai vécu, qui sait de quoi il parle, et en plus qui est passé par la casse-prison. Bref, sur papier, le mec, c'est la défaite. Mais s'il a réussi à faire ce qu'il est en train de faire, s'il réussit plutôt à faire ce qu'il est en train de faire, il n'a rien de plus que moi, ce mec-là. Si lui, il peut, moi, je peux. Et pour moi, quand j'entends ou quand je vois dans les yeux un jeune qui pense comme ça, je me dis que c'est gagné. Le conseil que tu donnerais, du coup, c'est de toujours s'accrocher à sa passion, s'accrocher à quelque chose qui nous fait vibrer. Le conseil que je donnerais, c'est croyez en vous. Parce que moi, je me rends compte que je ne croyais pas assez en moi. J'avais en moi depuis toujours quelque chose de génial, en fait. Sauf que j'écoutais les autres, ça sert à rien. J'écoutais les autres, tu feras jamais rien avec ça. Et puis, j'avais pas confiance en moi. Au moment où j'ai eu confiance en moi, où je me suis dit, je vais y aller à fond, je m'en fiche de tout ce qui est à côté, je vais mettre des œillères, et ben, je me rends compte que j'avance. Aujourd'hui, on est en 2025, quand je regarde derrière moi, waouh, je suis sorti de prison en fin 2010. Waouh, le chemin parcouru. Et je me rendais pas compte. Il y a que les gens autour de moi qui me disaient, waouh, Berthé, super, hein, ce que tu fais, machin. Moi, je me disais, mais il y a rien de ouf, en fait. Et quand même, je me dis, ah ouais, j'avoue, il y a quelques années, je sors de prison, j'ai des dettes incroyables. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. En fait, c'est la défaite. Et, et quand je vois la direction que je prends, quand je vois les rencontres que je fais, eh ben, d'abord, j'ai envie de dire merci papa, merci maman, parce qu'ils m'ont donné un truc hyper important. C'est ils m'ont donné cette éducation, ce qui a été en moi en fait une balance. C'est-à-dire que je savais que je faisais des conneries, et à un moment donné, non, il est temps de reprendre le droit chemin. Parmi les personnes qui t'ont validé, et tu m'en avais déjà parlé, c'est le rappeur Booba, qui t'a signé très tôt et qui aujourd'hui, je crois que vous collaboriez sur son récent concert. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette
cette rencontre? Alors, c'est complètement fou. Il y a des artistes que j'ai croisés et que je remercie. Il y a des personnalités hyper importantes qui ont vu en fait le potentiel que j'avais alors que je venais de sortir de prison. Certains rappeurs comme Youssoupha, comme Sefiu, comme enfin, il y a plein de personnalités que j'ai croisées. Et puis le dernier en date, c'est Booba. Booba qui a une carrière incroyable, qui vient de très très loin, qui sait aussi il voit en fait mon parcours, il sait de quoi je parle. Lui aussi a galéré. Il a réussi à devenir quelqu'un, et puis il a pas besoin de moi, j'ai envie de dire. Par contre, il a un truc que je lève mon chapeau, c'est qu'il sait, c'est qu'il, s- comment je peux dire ça? C'est que il a encore envie de mettre la lumière sur des personnes qui en sont capables et qui méritent. Il s'est dit, il y a un petit jeune là-bas qui fait des belles choses, qui mérite de la lumière. Eh bien, c'est comme ça qu'il vient vers moi. Il vient de monter une agence et il me propose de travailler dans cette agence. Il se passe ce qui se passe. L'agence aujourd'hui n'existe plus, pardon. Mais il se dit, ce mec-là, il faut pas le lâcher. Il fait un concert à l'URNA et il me dit, j'aimerais mettre en avant, en fait, j'aimerais te mettre en avant et il va y avoir du beau monde, il va y avoir la presse, il va y avoir... Enfin, il faut que tu montres ton travail. Et puis en plus, Booba à l'URNA, laisse-moi te dire que j'étais comme un dingue. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de mettre une toile immense de 7 mètres sur 3, et puis qui a fait office de photocall. Et donc il y a pas mal de monde qui est passé devant cette toile, et il y a des professionnels qui m'ont contacté derrière ça. Et en fait, sans Booba, j'aurais jamais eu cette exposition, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux personnes qui ont apprécié mon talent. Et donc voilà, il y a des personnes qui sont loin devant, mais qui regardent encore derrière et qui tirent les jeunes, même si je suis plus si jeune que ça. C'est quoi tes projets qui arrivent là? Alors aujourd'hui, j'ai monté une association qui s'appelle Macadam, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Et le deuxième, c'est d'essayer d'emmener la culture où elle est difficile d'accès. Et pour ce faire, j'ai multiplié les partenaires. Et comme je suis un petit peu taquin, mon partenaire principal, c'est le ministère de la Justice. Donc aujourd'hui, j'interviens dans les prisons en faisant des ateliers, en faisant des rencontres, en allant auprès de jeunes pour simplement raconter mon parcours de vie, pour qu'ils comprennent que ils passent en ce moment par là où je suis passé et que j'ai réussi à en faire quelque chose. Et donc, je mène plusieurs actions, certaines sociales au niveau associatif, en faisant des rencontres auprès de ces jeunes, mais aussi mon côté, on va dire, artistique, ma notoriété, me permet de faire en sorte que les jeunes regardent dans ma direction et se disent, si ce mec-là, aujourd'hui, il réussit à faire ce qu'il est en train de faire, eh bien, il est aussi passé par là où on est passé. Et donc, s'il le fait, c'est que c'est possible. Pour moi, c'est hyper important parce que faut pas oublier que l'avenir, c'est les jeunes. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une période où trop de jeunes passent par la case prison. Trop de jeunes n'ont pas de modèle, en fait. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, nos modèles, c'était les footballeurs. On voulait tous être Platini. À un moment donné, plein de jeunes voulaient être Zidane. Moi, j'ai envie de dire qu'on peut aussi vouloir devenir des Basquiat. On a aussi envie de devenir je sais pas moi, des cerveaux, en fait, des médecins, des avocats. Et du coup, ça passe par l'exemplarité. Et aujourd'hui, il faut savoir que, venus des quartiers, il y a aussi des artistes, des peintres, des auteurs de BD, des écrivains, des journalistes.